Bonjour tout le monde, à tous ceux dans la salle et ceux qui se joignent en ligne aussi. Bienvenue à cette présentation de la stratégie d'adaptation du Nunavik. Donc, en 2019 jusqu'à 2024, les organisations et les communautés du Nunavik ont collaboré afin de développer la toute première stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik, qui se veut comme un outil visant à planifier la mise en œuvre d'initiatives d'adaptation lors des 10 prochaines années. Donc, cette présentation abordera le processus collaboratif qui a mené au développement de la stratégie, son contenu, ainsi que le processus de mise en œuvre qui sera mis en place. On a Philippe Leblanc-Rochette avec nous aujourd'hui pour nous présenter la stratégie. Il est coordonnateur en environnement au département de l'environnement, de la faune et de la recherche chez Makivik. En 2023, Philippe s'est joint à Makivik, l'organisation chargée de protéger les droits et les intérêts des Inuits du Nunavik dans le cadre de la Convention de la baie James et du Nord québécois, ainsi que l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik. Philippe a dirigé l'élaboration et chapeaute maintenant la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik en collaboration avec les communautés et les organisations de la région. Donc, Philippe, à toi. Donc, c'est ça. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, là, Ouranos, pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici pour vous présenter la stratégie. Comme Hélène a dit, je me présente. Je suis Philippe Leblanc-Rochette. Je suis coordonnateur en environnement à Makivik. C'est ça. Makivik a été présenté, mais on est en charge de faire respecter les droits qui découlent de la Convention de la baie James et du Nord québécois et de l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter là, le processus de collaboration là, que Makivik a entamé avec les communautés et les organisations du Nunavik pour développer la stratégie. Je vais aussi faire un survol là, des grandes lignes du contenu de la stratégie. C'est un document qui est assez exhaustif. Euh, donc, je vais, c'est ça, je vais présenter les grandes lignes. Pour ceux et celles là, qui sont intéressés à en lire plus, la stratégie est disponible en ligne. Puis aussi, on a des stratégies papier là, qu'on peut faire parvenir par la poste là, aux intéressés. Euh, c'est ça, est disponible en ligne sur le site de Makivik. Puis la stratégie a été lancée là, officiellement en avril dernier, donc c'est assez récent. Ça se peut qu'il y en ait parmi d'entre vous qui en a entendu parler, d'autres non. Je suis content de pouvoir vous partager là, aujourd'hui de l'information sur le processus. Donc, euh, Ici, c'est le contenu de la présentation. Je vais commencer avec un bref là, contexte du Nunavik. Je suis conscient qu'il y en a peut-être qui sont moins familiers avec le Nunavik, donc je vais faire vraiment un bref aperçu du Nunavik. Par la suite, je vais glisser un mot sur le savoir inuit puis la science occidentale, comment nous, on a travaillé avec ces savoirs-là durant le développement de la stratégie. Par la suite, je vais glisser un mot aussi sur la stratégie nationale inuit sur les changements climatiques, qui a mis la table là, pour le développement de la stratégie du Nunavik. Ensuite, je vais présenter les objectifs de la stratégie, puis l'approche qu'on a utilisée pour développer la stratégie. Je vais mettre l'emphase là-dessus lors de la présentation. Puis, je vais faire un bref survol de son contenu. Puis enfin, je vais parler du processus Inuit Climate Leadership, qui est en fait le processus là, qui va mener à la mise en œuvre de la stratégie. Pour terminer, il y aura une période là, de questions et commentaires. Ici, je vais vous présenter un petit contexte là, du Nunavik. Désolé pour les personnes qui sont très familiers avec la région, mais c'est pour ceux et celles qui connaissent moins. Le Nunavik, en fait, c'est la partie qui est située au nord du 55e parallèle au Québec. C'est habité depuis très, très longtemps. Selon les données historiques, c'est à peu près habité depuis 3000 ans par les Inuits. On comprend qu'ils ont une très bonne expertise de leur territoire, une très bonne connaissance du territoire du Nunavik. Toutes les 14 communautés inuites sont des communautés isolées, en fait, auxquelles on peut se rendre seulement par avion ou par bateau. Il n'y a pas de route qui relie ces communautés-là.
On retrouve à peu près 14 000 habitants au total dans les 14 communautés, puis 12 000, à peu près 12 000 Inuits. Ça se peut que je me trompe dans les chiffres, mais ça ressemble à ça, grosso modo. Euh, c'est important de mentionner qu'au Nunavik, il y a deux accords de revendication territoriale qui s'appliquent. Premièrement, il y a la Convention de la baie James et du Nord québécois, signée en 1975. C'est le premier accord de revendication territoriale moderne qui a été signé au Canada, qui va fêter son 50e anniversaire l'an prochain déjà. Cette convention-là, elle a établi, je dirais, les droits des Inuits et des Cris aussi là, au Nunavik. Donc, des droits, par exemple, de chasse, de pêche, de piégeage. La Convention de la baie James a aussi mis en place des nouvelles entités, comme par exemple la Commission scolaire Kativik, la Régie régionale de la santé, le service de police. Sinon, ça a mis en place une procédure d'évaluation environnementale propre au Nunavik. Donc, des choses comme ça. J'entrerai pas plus dans les détails, c'est pas le but de la présentation. Puis, par la suite, en 2006, l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik a été signé. Makivik est signataire de cet accord-là avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nunavut. Cet accord-là, en fait, régit les droits là, des Inuits dans la région marine du Nunavik, alors que la Convention de la baie James régissait les droits là, dans la région terrestre du Nunavik. L'Artin définit les droits dans la région marine. Donc, même chose, là, il y a une procédure d'évaluation environnementale qui a été établie là, sous l'Artin. Les droits ont été régis aussi là, sous l'Artin. Donc, il y a ces deux accords-là qui sont importants de comprendre et de savoir qu'ils existent là, au Nunavik. Puis c'est ça, au Nunavik, il y a une gouvernance régionale qui est particulièrement complexe. Excusez-moi, il y a ces deux accords-là qui régissent les droits. Il y a Makivik, il y a l'administration régionale Kativik aussi qui a un pouvoir, je dirais, municipal au Nunavik. Donc, différentes entités qui ont différents rôles au Nunavik. Puis pour en venir maintenant à l'environnement et au mode de vie des Inuits. Donc, c'est ça, les Inuits, leur mode de vie est vraiment enraciné dans leur environnement naturel. Le territoire pour les Inuits, c'est leur garde-manger, c'est ce qui leur sécure l'alimentation, en fait, le territoire. Ils vivent du territoire, ils se déplacent sur le territoire. Donc, évidemment, les changements climatiques, ils ont de forts impacts sur leur moyen de se déplacer, sur la disponibilité de l'eau, la disponibilité et la nourriture sur le territoire, sur des impacts sur la culture, l'apprentissage. Donc, tous ces impacts-là qui s'accumulent depuis des années, ben, ça a créé une nécessité de développer une stratégie pour améliorer l'adaptation, la résilience des Inuits là, au Nunavik. Puis la prochaine carte, ici, c'est pour donner un peu plus de précision sur la Convention de la baie James. C'est important de savoir ça ici, mais donc la Convention de la baie James, elle a établi des terres de catégorie au Nunavik. On voit ici ce qui est en vert foncé dans chacun des villages. C'est des terres de catégorie 1. Je dis chacun des villages, mais pas à Pouvornituk. Euh, donc, les terres de catégorie 1 sont des terres qui appartiennent aux Inuits. Les terres de catégorie 2, par la suite, c'est des terres en vert pâle sur la carte. Ce sont des terres du gouvernement du Québec sur lesquelles les Inuits ont des droits exclusifs de chasse, pêche et piégeage. Par la suite, ce qui n'est pas coloré, c'est des terres publiques. Donc, on voit qu'il y a une très bonne partie là, des terres qui n'appartiennent pas aux Inuits. Même chose pour les cris là, en dessous, c'est même principe similaire là, pour les terres de catégorie et les couleurs rouge foncé, rouge pâle. Puis par la suite, on voit délimiter en pointillé là, les zones d'intérêt prioritaire ou commun qui ont été délimitées par la Convention de la baie James. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça donne un bon aperçu là, du régime de terre là, qui a été mis en place avec la Convention de la baie James. Donc maintenant, un bref mot sur le savoir traditionnel inuit et sciences occidentales. C'est juste pour dire que c'est deux manières différentes et valides là, d'analyser des situations,
des problèmes complexes, puis de trouver des solutions, d'apporter des recommandations. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis nous, dans le développement de la stratégie, on a mis beaucoup l'emphase sur le savoir traditionnel inuit, sur l'expérience des Inuits, sur comment ils vivent les changements climatiques, puis comment on pourrait trouver des solutions, des pistes d'action pour s'adapter aux changements climatiques dans le futur, puis dans le présent aussi. Donc, le savoir inuit a vraiment été mis euh, au cœur là, du développement de la stratégie. Euh, Puis aussi, je veux glisser un mot pour... C'est quelque chose de très important. On parle souvent d'intégrer intégrer les savoirs autochtones dans la recherche. Nous, on propose plus de voir ça comme le two-eyed seeing approach, là, une approche dans laquelle les deux systèmes de savoir coexistent ensemble pour arriver à un but commun. Puis nous, on trouve ça important de mettre ça en valeur, cette approche-là, pour la recherche, pour tout le monde qui est en recherche. Donc, je voulais juste glisser un mot là-dessus. Donc, maintenant, ici, pour mettre en contexte, je vais discuter brièvement de la stratégie nationale inuit sur les changements climatiques. En 2019, ITK, donc Inuit Tapiriit Kanatami, c'est l'organisation là, qui représente tous les Inuits de l'Inuit Nunavut, donc des 4 régions Inuit au Canada. Ils ont publié en 2019 la première stratégie nationale Inuit sur les changements climatiques. Vous voyez sur la carte ici à droite les 4 régions Inuit qui couvrent une très bonne partie là, du nord du Canada. Puis on voit le Nunavik en bas à droite. Donc, à ce moment-là, quand cette stratégie-là a été publiée, il y a eu un désir là, de développer des stratégies régionales, puisque les changements climatiques ont quand même des impacts différents d'une région à l'autre. Par exemple, les impacts à Kuujjuarapik dans le sud du Nunavik vont vraiment être différents des impacts dans les communautés du Nunavut. L'environnement n'est pas le même, les impacts des changements climatiques ne sont pas les mêmes. Euh, donc, c'est ça. Donc, à partir de là, les 4 régions de l'Inuit Nunavut ils ont reçu du financement de la part d'ITK pour développer des stratégies régionales. Donc, c'est à ce moment-là, en 2019, qu'on a commencé le travail sur le développement de la stratégie. Donc, ici, ce sont les 4 grands. J'ai vu qu'il y avait peut-être un commentaire dans le chat. OK, parfait. Ici, ce sont les 4 grands objectifs de la stratégie. Premièrement, c'est vraiment d'établir une vision au Nunavik sur l'adaptation au changement climatique. Donc, vers quoi on s'enligne, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec l'adaptation au changement climatique dans les 10 prochaines années. Aussi d'améliorer la collaboration entre les organisations puis les communautés au Nunavik. Donc, de travailler ensemble vers des buts communs, développer des projets collaboratifs là, pour l'adaptation au changement climatique parce que les changements climatiques n'affectent pas les communautés de manière isolée, là. C'est des impacts euh, qui vont toucher plusieurs communautés en même temps, simultanément. Aussi, très, très important, l'objectif 3, c'est d'informer les décideurs gouvernementaux des priorités et des besoins des Nunavimmiut en matière d'adaptation au changement climatique parce que les décideurs n'ont pas nécessairement les meilleures connaissances en lien avec les besoins du Nunavik. Donc, cette stratégie-là vient démontrer c'est quoi les priorités. Puis, c'est aussi un document sur lequel les Inuits, les communautés, les organisations du Nunavik vont pouvoir se baser pour démontrer le besoin, en fait. Là, c'est vraiment un outil qui va venir les aider à appuyer leurs points dans leur demande. Puis, c'est déjà en cours, là. Il y a des communautés qui appliquent pour du financement en présentant leur projet sous la lentille de la stratégie, là. C'est déjà commencé. Puis finalement, ben, le but ultime, c'est d'améliorer la résilience des communautés face au changement climatique. Excusez. Donc, ici, c'est un bref aperçu là, des 3 grandes phases qu'on a faites pour développer la stratégie. La première phase, c'était en novembre 2019. On a réalisé un atelier de travail avec des membres des communautés de partout au Nunavik à Kuujjuaq. Lors de cet atelier-là, on a discuté des impacts des changements climatiques observés au Nunavik
des pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre, c'est quoi les besoins d'adaptation. Puis suite à cet atelier de travail-là, ça nous a permis là, d'identifier quelles organisations on souhaiterait impliquer dans le développement de la stratégie. Donc, on a identifié quelles organisations, on étant l'atelier de travail nous a permis d'identifier ces organisations-là. Puis avec ces organisations-là que je vais présenter, je pense à la prochaine slide, là, on a fait 21 groupes de travail, aussi des rencontres ciblées avec 5 groupes de travail multi-organisationnels que je vais présenter. Donc de 2020-2021 pendant la pandémie, donc c'était fait à distance en ligne. Puis, c'est vraiment ces groupes de travail-là qui ont permis de développer la stratégie, d'identifier les besoins d'adaptation au changement climatique, puis qu'est-ce qui doit être mis en œuvre là, pour s'adapter dans les 10 prochaines années. Donc, suite à ça, on en est arrivé à une première version de la stratégie qu'on a renvoyée aux organisations qui ont participé. Ils nous ont envoyé leurs commentaires. On a fait une deuxième version plus avancée. Puis par la suite, en 2023, de mai à décembre 2023, là, on a fait des consultations dans les 14 communautés du Nunavik pour présenter cette version-là de la stratégie. Euh, puis en fait, écouter les communautés, les organisations locales pour savoir c'était quoi leurs opinions par rapport à cette stratégie-là, leurs préoccupations, leurs recommandations, puis tout ce qu'on a entendu, ben pas tout évidemment, mais la plupart des choses qu'on a entendues qui fitaient avec la stratégie là, ont été intégrées dans la version finale de la stratégie. Puis juste un point, là, c'est juste pour dire la stratégie était déjà très bien avancée, puis prenait très bien en compte les préoccupations que, après ces consultations-là publiques, on n'a presque pas eu de travail là, de mise en commun des commentaires parce que la stratégie était déjà très complète. Donc, évidemment, il y avait certaines recommandations qui n'étaient pas encore intégrées, mais on avait fait un bon travail avec les groupes de travail, là. Puis, ce qui était manquant, ben, on l'a ajouté après les consultations publiques. Donc, ici, ça, c'était durant la phase 1. Comme mentionné, c'était un atelier de travail régional à Coudjouac. Il y avait des aînés, des femmes, des jeunes, il y avait des chasseurs. Donc, une bonne représentation là, des membres des communautés. Euh, Ici, ça dit provenant de 13 communautés. Il y a un membre d'une communauté qui n'a pas pu se présenter finalement. Donc, les thèmes qui ont été discutés, puis ça, c'est présenté dans un rapport, je pense pas qu'il soit. Ah oui, il est public sur le site de Makivik. Vous pouvez le retrouver là, sur le site. On présente en fait les impacts qui ont été observés et qui sont observés sur le territoire, puis les besoins en matière d'adaptation. Puis comme j'ai dit précédemment, ça a permis de rassembler, d'identifier les organisations appropriées pour développer la stratégie. Ici, c'est quelques résultats là, de l'atelier de travail en lien avec les impacts observés des changements climatiques. Comme vous le savez probablement, à Ouranos, vous travaillez en lien avec l'observation des impacts puis les prédictions des impacts des changements climatiques. Donc, en lien avec la glace, bien évidemment, elle est plus mince, plus dangereuse. Elles se forment plus tard à l'automne, elles font plus tôt au printemps, ce qui a un impact sur le déplacement. La qualité de la glace est de moins en moins bonne, c'est ce qui a été observé par rapport au territoire. La fonte du pergélisol, évidemment, ça a un impact sur les infrastructures. Il y a des préoccupations en lien avec les infrastructures qui, euh, qui se brisent, en fait, là, avec la fonte du pergélisol, des préoccupations en lien avec où savoir s'installer, tout ça. Par la suite, l'érosion qui est de plus en plus présente, qui crée de la sédimentation dans les rivières, la diminution du niveau de l'eau dans les rivières qui est observée. Euh, Par la suite, au niveau de la végétation, il y a certaines communautés qui ont constaté une augmentation, d'autres une diminution de la quantité des baies. Il y avait aussi des préoccupations en lien avec la qualité des baies, puis je pense que ça, en ce moment, c'est étudié par des chercheurs, l'impact des changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des données qui confirme quoi que ce soit, mais j'avais vérifié l'an dernier, puis c'était encore à l'étude. Sinon, il y a le processus de shrubification. Je pense qu'en français, c'est l'arbustification. Donc, il y a de plus en plus d'arbustes qui poussent, où ce qu'avant, il y avait pas d'arbustes, des grands arbustes. Ça a un impact sur le paysage, sur le déplacement des Inuits sur le territoire.
des nouvelles espèces de plantes inconnues. Ça crée de la méfiance auprès des communautés de voir des nouvelles espèces qui arrivent, autant des espèces floristiques que fauniques, comme l'ours noir, les orques, les castors, qui sont de plus en plus présents, là, de plus en plus observés au Nunavik. C'est pas nécessairement des espèces qui sont que les Inuits sont habitués de côtoyer sur le territoire. Donc, les barrages de castors aussi, ça crée des problèmes dans les rivières. Il y a de plus en plus de cas de giardia, ça diminue le niveau des rivières, ça crée des problèmes. Enfin, en lien avec la météo, ben, la météo est évidemment de plus en plus imprévisible. C'est ce qui a été observé, qu'il y a de plus en plus de blizzards, de feux de forêt, des événements extrêmes. Par la suite, ici, c'est les résultats concernant les impacts sur les communautés en soi. Donc, en lien avec la culture, ben, c'est que ça a un fort impact sur le transfert des connaissances aux plus jeunes parce que l'accès au territoire est de plus en plus difficile. Par exemple, avec la fonte des glaces, les glaces plus minces. C'est important de mentionner que la glace, c'est comme c'est leur route pour beaucoup de communautés. Ils vont se déplacer sur la glace en hiver. Donc, en perdant cet accès-là de se déplacer, ben, l'accès au territoire est vraiment restreint. Euh, il y a une perte des expertises et des connaissances aussi. Au niveau de la sécurité alimentaire, ben, comme j'ai mentionné, l'accès au territoire est de plus en plus difficile. C'est pas nécessairement juste en lien avec la glace, mais aussi avec le fait qu'il y a de plus en plus de tempêtes, que la météo est de moins en moins prévisible comparée à avant, qu'il y a des feux de forêt de plus en plus qui rendent l'accès au territoire en fait impossible. Donc c'est ça, comme leur sécurité alimentaire se base sur l'accès au territoire, c'est un gros impact. Par la suite, au niveau de la santé et le bien-être, ils ont observé une augmentation des maladies et des déformations. Puis au niveau des infrastructures, là, comme j'ai mentionné, le dégel du pergélisol a quand même des impacts importants là, sur les infrastructures, soit sur les routes, les maisons, tous les bâtiments, là, en fait, qui reposent sur le pergélisol. Puis ça crée aussi des enjeux de santé, là. Ils ont des préoccupations, en fait, avec la moisissure qui se forme dans les maisons, causée par les maisons qui craquent, due à la fonte du pergélisol, là. Donc, l'humidité qui rentre dans les maisons. Donc, ça, c'était un peu la phase 1, l'atelier régional. Par la suite, on a identifié justement les organisations à impliquer dans les groupes de travail pour développer la stratégie. Euh, donc, ici, vous voyez à gauche, il y a 5 groupes de travail avec lesquels on a travaillé. Puis dans chaque groupe de travail, il y avait des représentants de différentes organisations. Donc, il y avait un groupe de travail sur la culture et l'enseignement, un sur la santé et la sécurité, l'économie et les affaires, les infrastructures et les services communautaires, puis sur la harvesting, récolte et sécurité alimentaire. Par la suite, après avoir fait ces groupes de travail-là, en fait, on a constaté qu'il y a certaines perspectives, certains thèmes qui n'avaient pas été abordés, qu'on aurait dû aborder. Donc, on a eu des rencontres ciblées avec des individus de différents secteurs, donc avec des individus des jeunes, les perspectives des jeunes, en fait, des ressources archéologiques, des parcs au Nunavik, puis du tourisme les perspectives des municipalités, puis aussi en lien avec le transport et la connectivité. Puis ici, à droite, le petit schéma qui est là, c'est juste pour présenter un peu comment on a fonctionné durant ces rencontres-là, en fait, pour identifier les objectifs à court, moyen et long terme. En fait, lorsqu'il y avait des objectifs à long terme qui étaient discutés lors des rencontres, pour identifier les objectifs à plus moyen et court terme, on demandait comment on va atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'y rendre, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on arrivait avec des réponses à moyen et court terme. Puis à l'inverse, si un objectif à court terme était apporté sur la table, on demandait pourquoi, à quoi ça va servir. Puis on arrivait avec des objectifs à moyen et long terme. Je vais vous présenter dans la slide suivante, je pense, à quoi ça peut ressembler. Euh, donc, c'est ça ici. À droite, on voit mal, mais c'est différents post-it qui avaient été pris en note lors de ces ateliers-là, de ces groupes de travail-là.
différents objectifs qui ont été mentionnés. Puis par la suite, on a fait cet exercice-là de mettre en lien les objectifs à court, moyen et long terme. Puis ça ici, c'est un exemple qui provient de la stratégie à gauche. Il y a un objectif à long terme qui est d'assurer la sécurité dans les déplacements. Pour atteindre cet objectif à long terme-là, il y a d'améliorer les search and rescue et les services d'urgence sur le territoire. Puis, à court terme, pour atteindre cet objectif à moyen terme-là, ben, ça serait d'améliorer l'accès aux équipements de search and rescue, améliorer la formation aux plongeurs, puis aussi assurer des meilleures conditions de travail pour les premiers répondants pour conserver la main-d'œuvre là, des premiers répondants en search and rescue. Donc, c'est comme ça un peu que la stratégie a été formulée. Donc, c'est ça, il y a des objectifs à long, moyen et court terme. Puis ces objectifs-là, ils vont vraiment venir guider les actions que les communautés vont prendre. Donc, on n'a pas listé les actions, on a vraiment listé les objectifs à atteindre. Puis ce sont les communautés qui vont décider des actions à prendre pour atteindre ces objectifs-là. On ne voulait pas tout de suite régir qu'est-ce qui doit être fait par quelle communauté. On veut laisser la chance aux communautés de mettre en œuvre leurs propres projets, leurs propres actions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, mais comme vous avez vu, les objectifs sont assez précis. Donc, c'est facile de suivre la stratégie pour mettre en œuvre des actions, des activités d'adaptation. Donc, ici, c'est les organisations qui ont participé au groupe de travail. Vous voyez à droite. Puis, on a aussi impliqué 9 villages nordiques. Les villages nordiques, c'est les municipalités, en fait, là, du Nunavik. L'invitation avait été envoyée aux 14, mais seulement 9 ont pu participer. C'était pendant la COVID. Tout le monde en avait plein les bras pendant la COVID. Donc, on a réussi à collaborer avec 9 villages nordiques, puis toutes les organisations là, listées à la droite. Maintenant, je vais tomber dans le contenu de la stratégie. Comme j'ai dit, je vais faire un survol, je n'entrerai pas dans les détails. Je vais présenter les 4 piliers, puis les objectifs à long terme pour chaque pilier. Donc, c'est ça, le travail qu'on a fait avec les organisations nous a amené à identifier 4 grands piliers sur lesquels travailler dans les 10 prochaines années. Donc, le premier, c'est d'avancer l'autodétermination et l'équité des Inuits du Nunavik. Ensuite, de protéger la santé, le bien-être et la culture des Nunavimioutes. Puis ici, juste pour distinguer, Nunavimioutes, ça signifie les habitants du Nunavik. Donc, ça inclut les Inuits et les non-Inuits. Alors que quand on dit les Inuits du Nunavik, ce sont seulement les Inuits, évidemment. Par la suite, point 3, protéger et améliorer les infrastructures dans les communautés et finalement améliorer la distribution des services essentiels. Donc, le premier pilier, les objectifs à long terme, je vais seulement les énumérer. C'est d'améliorer la coordination et la communication au sein des communautés au Nunavik pour l'adaptation au changement climatique. D'améliorer l'équité dans les politiques, d'atteindre en fait l'équité dans les politiques climatiques qui touchent le Nunavik. Améliorer l'intégration du savoir inuit dans la planification de l'adaptation au changement climatique. Donc, pas seulement dans la planification au niveau régional Nunavik, mais au niveau provincial, au niveau fédéral aussi, d'avoir vraiment une équité à ce niveau-là, d'intégrer les savoirs, s'assurer que les savoirs inuits sont toujours mis de l'avant dans ces planifications-là. Renforcer l'implication des communautés dans la conservation du territoire et dans son intendance, puis renforcer les économies là, locales et régionales qui sont impactés par les changements climatiques. Par la suite, le pilier 2, les objectifs à long terme, c'est d'améliorer la sécurité lors des déplacements sur le territoire, comme j'ai présenté l'exemple plus tôt, d'améliorer l'accès à l'eau potable, donc l'accès autant sur le territoire, parce que l'eau sur le territoire est une source d'eau potable autant que l'eau servie par les services municipaux, mais aussi d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les villages nordiques, dans les communautés, parce que l'accès est de plus en plus difficile avec les changements climatiques. Euh, Par exemple, il y a des communautés, si vous ne le savez pas, le- l'eau potable est livrée par camion-citerne au Nunavik. En fait, il n'y a pas de service, il n'y a pas de réseau d'aqueduc. Donc, il y a déjà eu un blizzard qui a duré, je pense, 2 semaines.
une semaine et demie, 2 semaines, qui a empêché les camions de se déplacer. Donc, ça empêchait que l'eau potable soit livrée aux maisons. Donc, il y a des maisons qui ont manqué d'eau potable là, chez eux pendant près de 2 semaines à cause d'un blizzard qui frappait la communauté. Par la suite, assurer l'accès à des aliments traditionnels sains et sécuritaires, donc sur le territoire, réduire les risques pour la santé qui sont liés aux dangers et aux impacts causés par le climat, renforcer la transmission culturelle et la transmission des pratiques traditionnelles, puis protéger le patrimoine culturel du Nunavik qui est aussi impacté par les changements climatiques, par exemple les ressources archéologiques. C'est un exemple. Par la suite, le pilier 3, réduire la dégradation et maintenir le fonctionnement et la qualité des infrastructures existantes. Donc, il y a de la mise à niveau qui doit être faite, par exemple, pour les pistes d'atterrissage, pour les infrastructures existantes. Par la suite, améliorer la résilience des nouvelles infrastructures face au changement climatique. Donc, par exemple, construire sur piles, sur des, j'ai perdu mon mot en français, sur des piliers là, qui vont être figés dans le roc, donc construire sur le roc plutôt que sur la terre qui est le verger le sol qui dégèle. Donc, améliorer la planification, là, l'aménagement du territoire à ce niveau-là, par exemple. Par la suite, le quatrième pilier, ben, c'est d'améliorer la distribution des services essentiels comme j'ai mentionné, améliorer l'approvisionnement en eau potable dans les communautés, améliorer les services de collecte et de traitement des eaux noires, comme pour l'eau potable, c'est des camions qui vont chercher les eaux noires à chaque maison qui vont les rapporter. Euh, Par la suite, améliorer la production et l'accès à des énergies fiables et sécuritaires parce qu'en ce moment, l'électricité dans les communautés est générée par des génératrices au diesel, donc des centrales thermiques au diesel. Donc, ça serait d'améliorer la production à de l'énergie fiable. Aussi d'améliorer l'approvisionnement des aliments dans les communautés. L'approvisionnement des aliments se fait par avion principalement. Donc, s'il y a plus de tempêtes, plus de vols annulés qui retardent l'approvisionnement des aliments dans les communautés, ça a un impact. Donc, un objectif, c'est d'améliorer l'approvisionnement dans ce contexte. Puis finalement, même chose pour le déplacement des personnes puis les évacuations médicales. C'est d'améliorer vraiment la fiabilité de ces transports-là puisqu'ils sont impactés par les changements climatiques. Donc, enfin, comme j'ai dit tantôt, on était arrivé avec une stratégie, une première version de la stratégie, en fait. Puis, durant les consultations publiques, on est arrivé puis on a présenté cette version-là. Donc, c'était vraiment dans le but de présenter la stratégie aux communautés, à monsieur, madame, tout le monde, de leur donner une chance de se prononcer, de dire ce qu'ils pensent de la stratégie, de nous donner leurs commentaires pour améliorer la stratégie. Puis aussi, c'était vraiment important pour nous de s'assurer qu'elle est connue, comprise puis vraiment que les communautés adhèrent à cette stratégie-là, qu'elle représente vraiment leur réalité, être sûr qu'on s'enligne vraiment avec ce qui était nécessaire, les vrais besoins des communautés, en fait, parce qu'au final, c'est les communautés qui vont mettre en œuvre la stratégie. C'est pas Makivik, c'est pas l'administration régionale Kativik. C'est vraiment les communautés qui vont développer des projets qui vont au final atteindre les objectifs qui sont dans la stratégie. Donc, c'était vraiment dans ce but-là. Puis, durant les consultations, on a eu des rencontres ciblées là, avec des organisations locales, principalement les villages nordiques, les corporations foncières, puis les LNUC. Les LNUC, c'est les associations locales de chasseurs. Euh, donc, c'est ça. Puis, on a fait des séances d'information publique, donc ouvertes à tout le monde, soit en personne ou à la radio. Mais c'était principalement à la radio qu'on a fait les rencontres. Il y avait plus de participation en général là, lorsqu'on faisait ça à la radio qu'en personne. Donc, finalement, ben, pas finalement, il reste quelques slides, mais comment la stratégie est utile pour les communautés? Ben, premièrement, elle guide les actions d'adaptation des Nunavimut. Elle va donner des pistes d'adaptation aux communautés. Elle va définir des objectifs à atteindre. Donc, c'est vraiment un guide pour aider les communautés dans leur cheminement. Par la suite, ben, ça va aider à développer des collaborations entre les communautés puis les organisations
pour travailler ensemble sur des projets. Puis finalement, comme discuté un peu plus tôt, je pense que le plus important, c'est vraiment que ça va aider à communiquer ces priorités-là au gouvernement. Euh, pour que le gouvernement, vraiment, il puisse dédier les ressources sur ces priorités-là plutôt que sur d'autres priorités qui pensaient peut-être prioritaires ou qui sont peut-être moins prioritaires que le gouvernement pensait. Donc, c'est vraiment présenter c'est quoi les priorités des communautés et des organisations du Nunavik pour que ces communautés-là puissent recevoir le financement puis le support nécessaire là, pour atteindre leurs objectifs d'adaptation. Je vais terminer avec le processus. Je ne sais pas, il est quelle heure? 11h40, parfait. Le processus Inuit Climate Leadership, mais en fait, je vais présenter brièvement. C'est une initiative qui est menée par Environnement Canada puis par CERNAC, donc Relations Couronne autochtone et Affaires du Nord Canada, avec les Inuits, mais aussi avec les Premières Nations et les Métis. Donc, mais pour nous, c'est Inuit Climate Leadership, donc c'est la partie Inuit. Donc, ils collaborent avec les Inuits du Canada euh, pour développer des mécanismes de gouvernance, vraiment qui vont permettre de développer nos propres priorités en adaptation au changement climatique et en atténuation, puis aussi qui va permettre de mettre en œuvre là, des gouvernances qui vont administrer les fonds du gouvernement fédéral en lien avec les changements climatiques. Donc, c'est ça, les principaux objectifs d'ICL, c'est de donner aux Inuits les moyens de définir leurs propres objectifs et de mettre en œuvre leur stratégie. Donc, on collabore avec le gouvernement pour mettre en œuvre notre stratégie. En fait, on a du support de la part des équipes de ICL. Puis, un autre objectif qui est vraiment important, c'est de regrouper ensemble tous les fonds fédéraux en lien avec les changements climatiques sous une même enveloppe pour faciliter l'administration des fonds. Parce que nous, on a fait l'exercice, on a constaté qu'il y avait 85 programmes de financement au fédéral en lien avec les changements climatiques seulement. Donc, c'est 85 programmes auxquels les communautés peuvent appliquer. Des fois, leurs projets sont financés par deux, voire trois programmes différents. Ils doivent faire du reporting à deux, trois programmes différents. Des fois, les timelines, les échéanciers ne sont pas les mêmes. C'est ultra compliqué. Donc, nous, on veut que tous ces programmes-là soient mis sous une même enveloppe, que ce soit administré par la région, que dans le fond, au final, ça soit les organisations du Nunavik par l'entremise d'un comité régional changement climatique qui prennent les décisions sur les projets qui vont être sélectionnés. Donc, ce serait plus le gouvernement fédéral qui prendrait la décision finale, ça serait les organisations du Nunavik par le comité régional des changements climatiques. Puis, il y aurait un seul reporting à faire puisqu'il y aurait une seule enveloppe qui recouvrirait tous ces programmes-là. Donc, c'est un peu le processus dans lequel Makivik on est. C'est nous un peu qui gérons ce processus-là avec le gouvernement fédéral pour le Nunavik. Donc, c'est ça, nous, en septembre 2024, on a envoyé notre proposition ICL au gouvernement fédéral qui présente nos besoins financiers pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique pour les 10 prochaines années. Donc, on a demandé que l'enveloppe des changements climatiques, l'enveloppe fédérale, on reçoive une enveloppe pour les 10 prochaines années. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est nos recommandations qu'on a envoyées. On va avoir des réponses plus tard cette année. Puis aussi, on présente la structure de gouvernance là, qu'on veut mettre en place pour gérer les fonds qu'on va recevoir. Donc, les prochaines étapes, nous, en fait, on va être impliqués avec les organisations régionales du Nunavik pour la mise en œuvre la mise en place, excusez, de ce comité régional changement climatique-là. Donc, on commence des rencontres bilatérales avec les organisations pour voir s'ils veulent impliquer, c'est comment ils envisagent leur rôle dans le comité, comment ils voient la structure un peu du comité, tout ça. Donc, c'est pour avoir une idée de à quoi pourrait ressembler ce comité-là pour s'assurer que tout le monde, on travaille ensemble puis qu'on n'arrive pas avec pas un produit, mais un comité régional déjà pensé, puis leur dire voici, c'est ça, vous n'avez pas de mots à dire. Donc, à l'inverse, on va travailler avec les organisations pour développer ce comité-là. Puis,
En fait, après ça, nous, on va développer un premier jet des termes de référence pour le comité, basé sur nos rencontres qu'on va avoir eues. Puis en avril, c'est pas mal décidé, mais en avril, on va avoir une rencontre en personne à Coudjouac avec les futurs membres, les futures organisations membres du comité pour finaliser les termes de référence. Donc, au printemps prochain, là, été prochain, on aurait les termes de référence en place pour ce comité-là qui va administrer les fonds euh, pour les dédiés au changement climatique au Nunavik. Puis, à l'été prochain, on va aussi avoir l'annonce du gouvernement fédéral sur le montant qui est alloué à chacune des régions inuites pour l'adaptation puis l'atténuation des changements climatiques. Le but final étant d'avoir le comité en place à l'automne 2025, puis de commencer la mise en œuvre de la stratégie, puis d'assurer un suivi de la mise en œuvre de la stratégie. Puis en fait, ça va être le but du comité, puis de son secrétariat, en fait, du comité, de développer un plan d'action de la stratégie, puis un plan de suivi de la mise en œuvre. On n'a pas ça en ce moment. On a la stratégie, mais on n'a pas le plan d'action qui vient avec. Donc, ça va être le rôle du comité de développer ça. Puis, donc, c'est ça pour les prochaines étapes. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je pense qu'il reste du temps pour des questions. Ici, je voulais remercier encore là, tous nos collaborateurs qui ont participé au développement de la stratégie. Puis aussi, là, toutes les communautés ne sont pas inscrites, mais toutes les communautés qu'on a consultées lors des consultations publiques. Donc, c'est ça. Merci. Puis, j'espère que vous en avez appris sur la stratégie, que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas en avoir appris plus sur son contenu, mais comme je disais, c'est vraiment un document exhaustif, puis il est disponible en ligne, puis aussi, vous pouvez me contacter là, par courriel si vous avez d'autres questions ou si vous voulez plus d'informations sur quoi que ce soit, là, je demeure accessible. Donc, merci. Merci beaucoup, Philippe. On a quelques minutes pour des questions maintenant, soit en ligne ou de la salle. Donc, voilà. Si nous souhaitons soutenir cette cause, comment crois-tu que nous pouvons fournir un appui? Une question de Thomas en ligne. C'est une bonne question, là. Je pense que ça dépend de l'organisation que vous représentez. Euh, c'est difficile à répondre, là, je dirais. Si vous faites partie d'un gouvernement, si vous faites partie d'une compagnie, si vous faites partie d'une organisation publique, ça change la donne, mais je dirais que pour les gouvernements, c'est de faire de l'advocacy là, au sein de de votre ministère pour parler en fait des priorités, pousser la prise en compte des priorités inuites parce que on remarque de plus en plus qu'au fédéral, il y a vraiment une volonté de collaborer avec nous, de nous soutenir dans nos initiatives, puis nous consulter en amont, puis d'écouter la voix des Inuits. Donc, si vous êtes dans un gouvernement, je dirais de continuer vers cette voie-là. Puis au niveau du provincial, il y a plus de travail à faire, je dirais. Donc, c'est comme ça, je pense que les gouvernements peuvent nous soutenir, de travailler avec nous de manière respectueuse, puis de vraiment écouter nos priorités. Pour les personnes de d'autres organisations, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse là, actuelle pour mettons, les organisations en dehors du Nunavik. Là, je vais pouvoir réfléchir à la question puis revenir avec une meilleure réponse. Merci. On a aussi Alexandre qui demande s'il y a des initiatives prévues afin de faciliter la sensibilisation et la formation de la population à des professionnels. Oui, ben en fait, dans la stratégie, la population puis le personnel, oui, là, dans le fond, la stratégie, il y a beaucoup, elle aborde beaucoup la notion là, de formation. Donc, si par exemple, on prend la formation du personnel, je sais pas comment dire, personnel soignant au Nunavik, là, d'améliorer la formation de ces personnes-là pour, par exemple, mieux prendre en compte la réalité culturelle des Inuits pour, mettons, la prise en charge de problèmes de santé mentale au Nunavik qui vont être
qui sont des problèmes qui sont accentués par les changements climatiques. Donc, ça, c'est un exemple d'initiative qui est prévue par la stratégie ou sinon, on parle de formation, comme tantôt j'ai donné l'exemple de la formation des plongeurs. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais la formation des plongeurs pour le Search and Rescue, c'est prévu par la stratégie. Donc, c'est un objectif sur lequel on va travailler ou on parle même de la formation de mécaniciens là, au Nunavik parce que avec les problèmes que les camions, par exemple, les camions citernes ont de plus en plus euh, causés en partie par les changements climatiques. Les, ça prend de plus en plus de mécaniciens formés, puis des personnes spécialisées ou encore en lien avec, ben ça, c'est pas dans la stratégie, mais il va falloir travailler là-dessus parce que c'est centré sur l'adaptation, mais avec la transition énergétique puis la réglementation du gouvernement provincial qui veut bannir la vente de véhicules à gaz d'ici 2035, ben, il va falloir, si ils veulent l'implémenter obligatoirement au Nunavik, ben, il va falloir former des mécaniciens qui peuvent réparer des véhicules électriques au Nunavik parce qu'en ce moment, il y a pas, on n'a pas de mécaniciens formés pour ça, on n'a pas il y a pas, on n'a pas de concessionnaire de véhicules au Nunavik, donc c'est prévu qu'on va devoir travailler sur la formation, puis ça, on va falloir travailler en collaboration avec le gouvernement provincial. Donc oui, il y a beaucoup de points qui touchent la formation là, du personnel dans la stratégie. Oui, on a une question dans la salle. Oui, merci de la présentation, c'est intéressant. Oui, il y a un point qui a piqué ma curiosité là, dans l'atelier, le premier atelier, que vous avez présenté une des conclusions qui était l'impact des changements climatiques sur différentes catégories, dont une sur la météo. Il y avait les changements fréquents de la direction du vent. Puis je me demandais à quel point ce point-là impactait la vie quotidienne des gens. Dans le fond, c'est quoi l'impact que ça a, le changement de vent, sur les gens qui vivent dans Ouais. ces... Ben, pour les gens, en fait, je dirais plus, c'est l'imprévisibilité de ça, ça vient s'ajouter à tout. Donc, c'est un stress de plus. Quand c'est des vents de 20 km/h, ça va, mais quand c'est des vents de 100 km/h, il faut que tu t'adaptes pour tes déplacements parce qu'avoir le vent d'en face ou dans le dos à 100 km/h, ça change la donne, mais je pense que c'est surtout en lien avec, je pense, le transport aérien, là. C'est la direction des vents dominants qui change va avoir un impact là, pour l'orientation des pistes d'atterrissage là, au Nunavik. Donc, il y a une tendance que les vents dominants sont de plus en plus changeants. Moi, je n'étais pas là à cet atelier de travail-là, puis j'ai lu le rapport, puis ça n'en parle pas, mais je peux répondre pour ça. C'était une préoccupation d'Air Inuit qu'on a discuté avec eux, justement, des changements des vents dominants là, pour la direction des pistes d'atterrissage. Puis ça va avoir un impact sur la possibilité, la capacité des avions d'atterrir ou de décoller de plus en plus, là. Ok, merci. Sinon, on a une autre question en ligne. Donc, en ce qui concerne la migration des espèces, à quel point ces migrations sont documentées ou est-ce que ces informations sont surtout issues de témoignages locaux? Et pour les plantes, s'agit-il des espèces rudérales qui suivent les déplacements humains ou s'agit-il surtout des migrations climatiques? C'est vraiment des bonnes questions, là. En ce qui a trait à la migration des espèces, par exemple, ours noir, castor, plantes, je dirais que c'est sûrement documenté, mais nous, ce que j'ai présenté, c'était vraiment les observations des communautés. Puis, fait que c'est documenté par le fait même qu'on les a consultés puis qu'on a documenté ça. Puis aussi, je sais qu'il y a eu de la recherche là, qui a été faite par une équipe de McGill sur l'implication du déplacement du castor qui arrive de plus en plus au Nunavik. Donc ça, il y a de la recherche qui s'est faite là-dessus. Pour l'ours noir, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a de la recherche qui a été faite. S'il y a vraiment de la recherche universitaire qui a été faite là-dessus. Pour le castor, oui. Puis sinon, c'est ça, c'est ce que je présentais, c'était surtout des observations là, des communautés. Puis ensuite, la deuxième partie de la question euh, pour les plantes.
Ouais, pour les plantes, ça, c'est une excellente question, là. Je pourrais pas répondre, là. Je pourrais revenir à la question, savoir si c'est des espèces rudérales qui suivent les déplacements humains. J'ai pas la réponse, malheureusement, à cette question-là, là. Encore là, ce que je présentais tantôt, c'était surtout des observations des communautés. Puis je sais que c'est ça qu'il y a de la recherche d'une équipe, je me rappelle plus de quelle université, qui font cette recherche-là sur l'impact des changements climatiques puis du couvert neigeux sur, sur la flore au Nunavik. Mais j'ai pas les données les plus récentes en lien avec ça, malheureusement. Merci Philippe. On a aussi une question d'Aurélie. Est-ce qu'on observe des modifications dans les habitudes alimentaires suite au changement climatique, comme se tourner vers d'autres plantes, animaux, etc.? Euh, ben, des changements dans les habitudes alimentaires, je ne sais pas si c'est nécessairement en lien avec les changements climatiques, mais par exemple, les endroits où il y a des barrages de castors, il y a beaucoup plus de méfiance pour la consommation du poisson qui va être dans ces cours d'eau-là parce qu'ils sont au courant que les castors sont porteurs de la maladie de giardiase. Puis il y a une préoccupation. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, ça a un impact. Au niveau des espèces consommées, comme par exemple le castor, c'est je connais pas. Je pense pas qu'il soit consommé, à moins que qu'il y ait du monde qui le consomme puis que je sois pas au courant, mais le castor n'est pas consommé. C'est plus une espèce qui est vue comme invasive, puis il faut, s'en départir au plus vite, puis on le consomme pas, là. Puis même chose, par exemple, pour l'ours noir, je vais pas m'avancer que je suis sûr à 100%, mais je pense pas là, que l'ours noir, c'est une espèce qui va être consommée. Euh, mais donc, c'est ça. Puis je sais que les Cris ont déjà collaboré là, avec les Inuits pour comme aider les Inuits à attraper le castor parce que c'est pas quelque chose qui était familier au Nunavik là, de devoir attraper le castor. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, il y a des initiatives comme ça de collaboration, mais je pense pas que ce soit consommé vraiment, là. C'est plus dans une optique de gestion de la population, là. Merci. Et on a une autre question. Comment pensez-vous outiller les communautés pour la mise en œuvre des projets en lien avec la stratégie? Par exemple, quel genre d'appui pour augmenter leur capacité? Ouais, ben c'est une excellente question. Euh, Dans le fond, nous, ben, au sein du comité, pas- avec le comité, il va y avoir un secrétariat de 3 employés à temps plein, en fait, dont un employé qui serait de Makivik, un de l'administration régionale Kativik, puis un de Langouvigak. Langouvigak, c'est l'organisation du Nunavik, l'association du Nunavik, donc régionale des chasseurs, pêcheurs, puis trappeurs. Donc, un employé de chacune des organisations qui travaillerait à temps plein pour justement la mise en œuvre de la stratégie. Puis c'est eux qui seraient là pour assister les communautés, les assister au niveau technique. Puis si, par exemple, les communautés ont besoin justement de plus de main-d'œuvre pour développer leur projet, mais c'est aussi très faisable. Tu sais, c'est une des recommandations dans la stratégie de fournir plus de support financier et technique aux communautés dans le développement de leur projet. Fait que ça, c'est quelque chose que les communautés vont pouvoir appliquer pour du financement, pour engager du monde, pour la formation des employés. Puis aussi, nous, on veut vraiment faciliter, avec la mise en place du comité, on veut faciliter la- l'application pour des projets. On veut plus que ça soit des documents de 20 pages, on veut que ça soit beaucoup plus simple. On veut faciliter les rapports d'activité, les rapports financiers, pour plus qu'il y ait à faire des rapports pour 2, 3 programmes différents, des rapports plus simples, qui pourraient peut-être se faire au téléphone, qui pourraient se faire par des rencontres plutôt qu'avoir à remplir des rapports avec 12 questions différentes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en place pour faciliter les communautés dans ce processus-là. Donc, c'est ça, un support technique puis financier là, qui viendrait supporter les communautés. Merci. Il y avait une dernière question de la salle. Ben, parfait, ça nous amène presque pile à midi.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions en ligne, merci beaucoup, Philippe. Super intéressant d'en apprendre ce qui se passe au Nunavik et de voir ces actions en adaptation très concrètes. Donc, merci beaucoup pour la présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.